Cette première présentation dans cette seconde session dédiée à la métrologie, aux moyens de mesure, a pour objectif de décrire les étapes de la démarche d'évaluation de l'exposition professionnelle aux bioaérosols. Alors plus précisément, on va s'intéresser à l'évaluation quantitative des expositions qui, dans certains cas, vient compléter ou préciser la démarche qualitative d'évaluation des risques biologiques qui a été présentée dans la session 1 par Myriam Bouslama. Alors cette évaluation quantitative, elle caractérise une exposition par inhalation qui reste la principale voie de pénétration des particules dans l'organisme, que les particules soient d'origine biologique ou non. Elle est actuellement adaptée pour les risques toxiniques et allergiques et elle repose sur une démarche en 7 étapes qui, comme vous allez le voir, est globalement similaire à celle utilisée pour les agents chimiques, mais qui présente des spécificités que je vais souligner au fur et à mesure de la présentation. Donc vous découvrez ici les 7 étapes de la démarche d'évaluation, de caractérisation des bioaérosols dans les atmosphères professionnelles. En premier lieu, la définition d'un objectif de mesure qui va conditionner l'élaboration d'une stratégie de prélèvement. On va ensuite s'attacher à préparer l'intervention. On va ensuite rentrer dans 3 étapes qui constituent la campagne de mesure avec la réalisation des prélèvements, le transport et la conservation des échantillons et enfin leur analyse en laboratoire de ces échantillons et enfin l'expression des résultats et l'interprétation pour apporter un diagnostic robuste. Vous constatez qu'au sein de cette démarche, il y a bien sûr les méthodes de mesure validées qui sont au centre de la démarche et qui vont faire l'objet des 3 présentations qui vont suivre. Première étape, la définition de l'objectif des mesures qui vient préciser le motif de l'intervention. Donc il faut bien avoir en tête pourquoi on veut réaliser des mesures. Il peut s'agir par exemple d'objectiver l'exposition de certains travailleurs, par exemple identifier les causes après des plaintes qui seraient issues de travailleurs ou suite à des effets sur la santé qui auraient pu être constatés par le médecin du travail. Il peut s'agir également d'identifier les situations les plus exposantes, c'est les exemples que je vous fournirai en fin de présentation. Et on peut également penser à affiner le diagnostic qui a été initialement réalisé par expertise par de la mesure pour certaines situations de travail qui seraient insuffisamment documentées. Ensuite, on a 2 autres objectifs de mesure assez classiques, la caractérisation des environnements de travail, avec par exemple la possibilité d'identifier les sources d'émissions dans un atelier qui comporterait plusieurs coactivités, ou la possibilité de vérifier l'efficacité des moyens de prévention avec la réalisation de mesures avant et après la mise en place de ces moyens de prévention pour qualifier un petit peu leur performance. Les objectifs de mesure ou l'objectif de mesure va conditionner la stratégie de prélèvement. Elle se base sur l'enquête préalable et idéalement sur une visite initiale du site qui va permettre de déterminer les différentes activités, les procédés ou les postes de travail qui vont être concernés par les mesures, également les travailleurs qui vont être concernés. Comme pour le risque chimique, on peut penser à constituer des groupes d'exposition similaires pour diminuer le nombre de mesures. On va également documenter les moyens de prévention collectifs qui vont exister dans l'entreprise, le port éventuel d'équipements de protection individuelle par les salariés. Et tout cela va nous permettre de déterminer le type de prélèvement que l'on va souhaiter effectuer, soit individuel, un prélèvement individuel dans la zone respiratoire du travailleur, ou alors un prélèvement à point fixe. Alors ici, une première spécificité pour les bioaérosols, elles seront toujours indiquées en bleu dans la suite de ma présentation, qui est ici d'inclure des prélèvements de référence dans la stratégie de prélèvement, à savoir une référence interne, par exemple dans un bureau de l'entreprise qui va être supposé non contaminé, absence de pollution spécifique aux activités, et également la possibilité de réaliser un prélèvement externe à l'extérieur de l'entreprise, en amont du vent, également supposé être sans source d'agents biologiques. Donc ces prélèvements de référence, ils sont effectués au même moment, le même jour, avec la même méthodologie et pendant la même durée de prélèvement, et on va les comparer à ce qui se passe dans l'entreprise. La stratégie de prélèvement s'attache également à bien déterminer les agents biologiques à rechercher. Ça va déterminer les analyses que l'on va choisir pour traiter les échantillons. On va également s'intéresser s'il y a d'autres substances d'intérêt, comme les poussières ou des gaz et vapeurs qui pourraient apporter des éléments complémentaires dans le diagnostic des bioaérosols. Et tout ça, ça va nous permettre de déterminer les dispositifs de prélèvement que l'on va choisir. La durée de prélèvement doit être représentative de la situation de travail que l'on cherche à diagnostiquer, soit environ 6 à 8 heures si on cherche une exposition moyenne d'un travailleur sur un poste. Et puis, on peut réduire cette durée de prélèvement, généralement les méthodes de mesure le permettent, pour par exemple prélever pendant environ 30 minutes à 2 heures pour aller chercher une tâche spécifique qui nous intéresse plus particulièrement.
Le nombre de mesures par travailleur ou par point, je dirais qu'il y a un minimum d'une mesure par agent biologique ciblé et par modalité d'intérêt, mais il est toujours bon d'augmenter un petit peu le nombre de mesures, si possible par exemple 3 mesures sur différentes journées pour estimer un petit peu mieux la variabilité des expositions aux bioaérosols. Et puis là encore une spécificité liée au bioaérosol, la prise en compte d'un éventuel effet de saisonnalité, donc s'intéresser un petit peu à quelle période de l'année on prélève, période chaude ou période froide, ça peut avoir une influence sur les concentrations qui seront mesurées. On arrive dans la troisième étape, préparation de l'intervention. Là, il s'agit de bien planifier l'intervention en accord avec l'entreprise, de veiller à bien informer le personnel des objectifs et modalités des mesures qui vont être réalisées, surtout si on va équiper les personnes en individuel, et puis d'analyser les risques liés à l'intervention, alors ceux qu'on apporte liés à nos déploiements, et puis ceux qu'on va subir au niveau de l'entreprise, et formaliser tout cela dans un plan de prévention. On va également, pendant cette phase de préparation, réunir tout le matériel nécessaire, les feuilles de prélèvement, les dispositifs, les pompes, les débitmètres, les harnais, tout ce qui nous permet de réaliser les mesures. La spécificité à ce stade pour les bioaérosols, ça va être de préparer le matériel dans des conditions stériles. On va manipuler et assembler ces dispositifs sous un poste de sécurité microbiologique. On en devine un en bas à droite sur la photo. Et on va également inclure des dispositifs témoins qui vont nous accompagner pendant toute la durée de la campagne de mesure et qui, comme leur nom l'indique, vont être également analysés. Ils ne vont pas prélever et ils vont être les garants de la non-contamination des échantillons pendant notre campagne de mesure. La réalisation des prélèvements va être réalisée par des prélèveurs compétents techniquement qui vont bien entendu maîtriser l'ensemble du matériel nécessaire pour la réalisation des mesures et ils vont également, ces préleveurs, consigner les activités et les circonstances d'exposition. Donc la prise de notes est tout à fait importante pendant la mesure pour mieux interpréter les résultats par la suite. Concernant les bioaérosols, c'est la fraction conventionnelle inhalable qui est visée pour les prélèvements. C'est-à-dire que par consensus international et un peu faute de connaissances, on prélève l'ensemble des particules biologiques qui peuvent être inhalées par la bouche et par le nez, ce qui se traduit par l'utilisation de dispositifs de prélèvement de type cassette fermée ou CIP10, le plus généralement, qui sont des méthodes décrites dans la base de données INRS Métropole et qui sont également des méthodes bien connues des préleveurs qui ont l'habitude de les utiliser dans le risque chimique, ce qui fait que la transposition pour des mesures bioaérosols est facilitée pour eux. Vous devinez ici des photos de mise en situation, de réalisation de prélèvements individuels. On devine la cassette fermée au niveau de l'épaule des travailleurs, dans la zone respiratoire. Elle est connectée à une pompe qui est généralement placée derrière. Cela ne gêne en rien les activités du salarié. Et puis on devine également un CIP10 qui est positionné sur le torse, sur la photo du milieu. Alors, comme pour le risque chimique, lorsqu'on s'intéresse à l'évaluation des expositions, c'est bien le prélèvement individuel qui doit être privilégié. On réalise la mesure au plus proche des voies aériennes supérieures. On va également tenir compte du geste professionnel de la personne qui peut parfois rabattre la poussière vers ses voies aériennes et également tenir compte de ses déplacements dans l'entreprise si la personne est mobile ou est multitâche. Lorsqu'on s'intéresse aux prélèvements à point fixe, on doit les réaliser idéalement à hauteur des voies respiratoires. Donc on va s'équiper de pieds photo, de barres de prélèvement pour disposer le plus judicieusement possible ces dispositifs de prélèvement face à une source proche d'un poste de travail en fonction de notre objectif de mesure. Et en bas à droite, ici, on devine sur la photo un prélèvement à poste fixe qui est réalisé sur le parking d'une entreprise et qui correspond à un point de référence extérieur, comme je l'ai signalé tout à l'heure. La conservation des échantillons, des entités biologiques collectées doit être assurée depuis le prélèvement jusqu'à l'analyse, y compris pendant le transport et y compris si vous avez recours à un prestataire extérieur. Vous devez vous assurer du bon transport et de la bonne conservation. Les conditions sont généralement validées lors du développement de chaque méthode. Par exemple, une température réfrigérée à 4 degrés, une analyse dans les 24 heures pour le cultivable. Une température ambiante, une analyse sous 7 jours pour les endotoxines. On a jusque 30 jours pour les mycotoxines. Et dans le cadre de l'ADN, pour les analyses par biologie moléculaire, généralement on transporte de manière réfrigérée et ensuite on conserve les échantillons à moins 20 degrés. L'analyse des échantillons doit se dérouler dans un environnement de laboratoire de niveau 2 qui va contenir au minimum un poste de sécurité microbiologique et un autoclave pour assurer la stérilisation
de dispositifs de prélèvement, de milieux de culture ou d'autres réactifs. Et idéalement, on va tenter de séparer les activités, si on le peut, avec d'un côté une laverie, une salle de préparation dans laquelle il n'y aura pas d'échantillons, pas de micro-organismes qui va rentrer, et puis une salle dédiée à chacune des types d'analyses, idéalement microbiologie, biochimie, biologie moléculaire. L'analyse des échantillons ensuite se poursuit avec des méthodes de mesure validées qui sont disponibles dans la base de données Métropole. Je vais aller très vite car elles vont être décrites dans la deuxième partie de cette session. On peut citer comme méthode validée les bactéries et moisissures cultivables, les endotoxines, un certain nombre de mycotoxines. Et puis, on a aussi dans notre portefeuille de méthodes des méthodes partiellement validées ou encore en développement, qui peuvent être déjà utiles, avec certaines qui vont cibler l'ADN, des qPCR généralistes ou spécifiques, de la biodiversité, les 1,3-bêta-déglucanes qui sont le pendant des endotoxines pour certaines moisissures et qui vont être dosées par spectrophotométrie, ou l'ergostérol qui est un indicateur de la biomasse fongique qui peut être analysé par HPLC. En termes de résultats et d'interprétation, je rappelle, nous n'avons pas de valeur limite d'exposition professionnelle pour les bioaérosols, ni en France ni ailleurs. L'interprétation des résultats s'effectue donc par comparaison, d'abord aux concentrations des prélèvements de référence, je vais vous montrer des exemples juste après, j'en avais déjà parlé, par comparaison également à des valeurs guides, donc l'INRS et les CARSAT, le réseau prévention ont proposé en 2015 des valeurs guides pour les endotoxines, en 2023 des valeurs guides pour les bactéries et les moisissures cultivables qui viennent faciliter et surtout homogénéiser l'interprétation des résultats de métrologie des bioaérosols. Ensuite, on peut également comparer un peu de manière relative des concentrations entre deux modalités, par exemple deux groupes d'exposition similaires, ou je l'ai déjà signalé tout à l'heure, on peut s'intéresser aux concentrations avant et après la mise en place de moyens de prévention, de manière à apporter des données sur l'efficacité et les performances de ces moyens. Dans l'interprétation, je dirais l'identification des micro-organismes majoritaires, qu'ils soient issus de colonies sur des boîtes de pétri ou de techniques par biologie moléculaire, est toujours utile à l'interprétation. Je vais vous donner deux exemples pour préciser un petit peu les résultats et l'interprétation. Tout d'abord, un exemple qui concerne des concentrations en moisissures cultivables dans un secteur de fabrication de saucissons secs, donc qui est issu d'un article publié dans la revue HST en 2014. Donc vous découvrez un graphique de résultats avec en ordonnée les concentrations en moisissures cultivables en unités formant colonie par mètre cube d'air en fonction de différents lieux dans l'entreprise dans lesquels ont été réalisées les mesures en abscisse. On y trouve la référence extérieure, la référence intérieure et un certain nombre de lieux de prélèvement où on est venu réaliser en noir sur les nuages de points des prélèvements à poste fixe et puis en rouge des prélèvements individuels. Dans ce cadre-là, on a une première manière d'interpréter. Tout d'abord, on va pouvoir comparer les concentrations aux concentrations de référence, voilà, qui sont de l'ordre de 10 puissance 3 UFC par mètre cube, ce qui est relativement classique. Et on devine ainsi, de manière factuelle et pédagogique, que les concentrations dans l'entreprise sont 10 fois, 100 fois, 1000 fois, voire 10 000 fois supérieures à ces concentrations de référence. Et ensuite, pour affiner le diagnostic, on va utiliser les valeurs guides qui sont de 10 puissance 5 et 10 puissance 6 UFC par mètre cube et qui viennent nous donner une indication sur les postes les plus exposés, où on devine ici que les postes du conditionnement, et je dirais même l'atelier de conditionnement dans sa totalité, est la zone la plus exposée, contaminée en moisissure, et puis que les salariés du conditionnement et la personne qui était à l'arrosage est également soumis à des niveaux de concentration très élevés, voire éventuellement préoccupantes, dans la mesure où dans cette application, la souche majoritaire était Penicillium nalgiovense, et donc une souche qui était allergène et liée à des problèmes respiratoires. Le deuxième exemple, issu d'un article HST qui date de 2018 et qui s'intéresse à l'exposition aux bioaérosols dans les centres de tri de déchets ménagers recyclables, avec un exemple pour les endotoxines. Cette fois, vous voyez, la représentation est faite sous forme de boîte à moustaches et plus sous forme de nuages de points. De la même manière, on va pouvoir utiliser les points de référence qui étaient là inférieurs à 4 unités endotoxines par mètre cube d'air, ce qui est également assez classique. Et
On voit tout de suite, encore une fois, de manière tout à fait factuelle et pédagogique, les niveaux de concentration dans l'entreprise qui sont entre 10 fois et 500 fois supérieurs à cette concentration de référence supposée non contaminée. Et ensuite, on peut utiliser les valeurs guides endotoxines qui ont été fixées à 200 et 1000 unités endotoxines par mètre cube d'air pour aller identifier les postes les plus exposés, à savoir certains opérateurs de certaines cabines de tri et de pré-tri, et puis des opérateurs de maintenance et également de nettoyage. J'en arrive à la conclusion. L'évaluation quantitative de l'exposition professionnelle des travailleurs aux bioaérosols, vous l'avez compris, est une démarche structurée qui est globalement similaire à celle utilisée pour les agents chimiques, mais qui présente des spécificités que je vous ai soulignées et qu'il faut connaître pour assurer la robustesse de la démarche. Elle permet d'établir et de compléter un diagnostic qui est plutôt basé initialement sur l'expertise. Elle permet de documenter les situations de travail et on est très content d'avoir ces éléments-là pour mieux comprendre les situations de travail. Et elle est, je dirais, parfois ou souvent décisive pour objectiver, décider et agir en prévention. Et on trouve parfois des situations pour lesquelles l'empoussièrement n'est pas significatif, il n'y a pas de gaz et vapeur, et donc les bioaérosols sont là pour, sont un petit peu la seule manière d'objectiver une situation dégradée. En termes de perspective, on a les méthodes de mesure qui méritent d'être complétées, et ce sera fait notamment par la dernière intervention de la journée auquel on va s'intéresser à ce sujet, et je dirais l'interprétation des résultats mérite d'être approfondie, notamment pour mieux comprendre les risques encourus pour la santé. Je vous remercie. Xavier Simon, merci beaucoup. Je précise que le laboratoire de métrologie des aérosols que vous dirigez est un laboratoire de niveau 2. C'est ça.